Nous sommes le 5 juin 2013. Deux groupes de jeunes militants d'extrême gauche et d'extrême droite se rencontrent par hasard lors d'une vente privée de leur marque fétiche dans le 9e arrondissement de Paris. L'instruction est toujours en cours, mais on sait qu'après de multiples provocations des deux bandes ennemies, une bagarre va éclater. Les coups seront très violents. L'un d'eux tuera Clément Méric, 18 ans, étudiant à Sciences Po, membre de l'action antifasciste Paris-Banlieue. Il était ce qu'on appelle un antifa. On revient sur cet événement avec notre invité, Christophe Bourseiller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, historien, enseignant à Sciences Po Lille, spécialiste des extrêmes, votre dernier ouvrage, Et si c'était la vérité, enquête sur les délires de l'histoire. J'ai d'abord envie de vous demander quel regard vous avez porté sur ce drame à l'époque en tant que spécialiste de ces mouvements extrêmes, des simples bagarres de rue telles qu'on les connaissait dans les années 80 ? C'est une bagarre de rue telle qu'on l'a toujours connue qui a dégénéré. Il faut comprendre que tout ça s'inscrit dans une histoire assez ancienne au fond. Pour comprendre ce mouvement antifasciste radical dont faisait partie Clément Méric, il faut remonter au mi-temps des années 70. Vous savez, quand l'extrême gauche se décompose, il y a tout un courant qu'on va appeler les autonomes qui apparaît, qui dit nous on veut plus se revendiquer d'aucune étiquette, on est pour l'action directe, il faut passer à l'action, il faut des pratiques révolutionnaires. Alors ce courant va se livrer au squat, il va créer des radios-livres, faire des squats dans les années 70, et puis il va péricliter. Et dans les années 80, quand Jean-Marie Le Pen va connaître une embellie, que le Front National va d'un seul coup grimper, obtenir des scores très forts aux élections, à ce moment-là, il y a un certain nombre d'anciens de cette mouvance autonomes qui vont en quelque sorte se recycler dans ce qu'ils vont appeler l'antifascisme radical. Et ils vont créer un groupe qui s'appelle à l'époque les Scalps, section carrément anti-Le Pen. Et c'est en fait les groupes d'aujourd'hui sont les enfants des Scalps de l'époque. Mais ce qui s'est passé, je crois que c'est ça qui est très important, c'est que donc ils créent les Scalps et là ils essaient d'empêcher physiquement par la violence le Front National de s'exprimer. Donc dès qu'il y a une manif du Front National ou un meeting, ils viennent en groupe, ils sont menaçants, ils s'en prennent aux militants du Front National. Et en réaction, le Front National va créer un service d'ordre très efficace qui s'appelle le DPS. Et à partir de là, ils vont s'apercevoir qu'ils ne peuvent plus s'en prendre au Front National. Donc il va y avoir une évolution de ces groupes antifascistes qui vont non plus s'attaquer au Front National, mais s'attaquer à tous les groupuscules d'extrême droite qui bordent le Front National. Et ça va être, à partir des années 90, le début d'une guéguerre qui continue encore aujourd'hui, où on voit des groupes comme ça de droite et de gauche s'affronter dans les rues des villes, le week-end en général ou le soir, dans le cadre d'une espèce de haine réciproque, mais qui finalement ne concerne que des très petits groupes. Et comment vous expliquez que la mort de Clément Méric soit devenue une affaire politique nationale et qui ait suscité autant d'émotions et même provoqué des manifestations dans tout le pays ? Et si vous voulez, c'est parce qu'on n'avait jamais eu de mort. C'est-à-dire qu'il y avait eu des morts dans des manifestations, mais il n'y avait jamais eu comme ça dans une bagarre entre l'extrême droite et l'extrême gauche un résultat aussi terrible. Jusqu'alors, il y avait des blessés, on expédiait un mec à l'hôpital. D'ailleurs, je pense que le skinhead qui a tué Clément Méric en lui donnant un coup de poing avec un poing américain, à mon avis, ne voulait pas le tuer. C'est-à-dire qu'il était dans le cadre de la bagarre, on était dans cette espèce de petit jeu du samedi. Tout ça, quand même, il faut le dire, dans le cadre d'une boutique de fringues, Fred Perry, qui était fréquentée par les deux. C'est-à-dire que l'extrême droite et l'extrême gauche, les skinheads de droite et les redskins, c'est comme ça qu'on appelle les skinheads de gauche, fréquentaient finalement, s'habillaient de la même façon avec les mêmes marques casual, etc. Alors ces redskins, ces antifas, comment sont-ils organisés ? Comment se recrutent-ils ? Comment fonctionnent ces groupes ? Ce sont des groupes qui sont d'abord, il faut bien comprendre ça, fondamentalement libertaires et anti-autoritaires. Vous savez, l'extrême gauche, il y a plusieurs familles, et il y a une famille qui est la famille des anarchistes, des anti-autoritaires. Et ces gens-là sont anti-autoritaires, ce qui veut dire qu'ils refusent toute forme d'autorité. Donc ils refusent toute structuration verticale. À partir de là, ce sont des bandes affinitaires. Donc c'est des petits groupes qui se rassemblent, qui se font, qui se défont. Et alors il faut bien comprendre que les militants antifa qu'on voit en noir sur vos images et tout, ce sont les mêmes qu'on va retrouver par exemple aujourd'hui à Calais dans le cadre du réseau No Border qui va venir en aide aux migrants. Ce sont les mêmes qu'on va retrouver à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivins pour défendre ce qu'on appelle les zones à défendre, ces zones libérées. Vous voyez, c'est des
militants qui sont actifs sur plusieurs domaines en réalité, et ils ne sont pas seulement antifascistes. D'ailleurs, pour eux, l'antifascisme est lié à une forme d'anticapitalisme radical. Vous voyez, c'est assez compliqué. Alors, la famille de Clément Méric témoignait il y a encore quelques mois, affirmant qu'il ne fallait pas confondre la violence des antifas et celle de l'extrême droite. Pourquoi cette différence? Écoutez, ça se discute. C'est-à-dire que, certes, il y a une grande différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite, ne serait-ce qu'une vision de l'homme, puisqu'on sait bien que l'extrême gauche rêve d'une humanité totalement égale, où tout le monde serait égal, et que l'extrême droite pense qu'il faut au contraire respecter des hiérarchies naturelles. Donc évidemment, c'est des visions de l'homme parfaitement divergentes. Mais enfin, quand vous voyez un type avec une barre de fer et un casque et le visage caché par un foulard, c'est difficile de savoir s'il est de droite ou de gauche, surtout quand il donne un grand coup avec sa barre de fer. Donc la violence, après, est la même. Et les extrêmes, du point de vue de leur pratique et de leur intolérance et de leur violence, se rejoignent, même si sur le programme, ils ne sont évidemment pas d'accord. Et ces antifas affirment quand même qu'ils réagissent à la violence de l'extrême droite, que c'est une réaction. Les extrêmes droites disent qu'ils réagissent à la violence des antifas. Enfin, c'est un jeu, vous savez, après, qui a commencé, c'est très difficile à dire. Par contre, il y a une chose qui est importante, moi je voudrais souligner ça, il faut quand même le dire, c'est que cet antifascisme radical est quand même, ça s'est traduit par un échec total. C'est-à-dire que pourquoi ils ont créé le SCALP en 1984? C'était pour contrer la montée du Front National et de l'extrême droite. Résultat, aujourd'hui, jamais le Front National n'a été aussi puissant. Donc vous voyez bien que l'action de ces groupes radicaux, leur violence, leur barre de fer et leur casque noir n'ont pas servi à grand-chose. Et si j'étais à leur place, plutôt que de faire la petite guéguerre contre 3 skinheads égarés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France, sur le territoire français, je m'interrogerais plutôt sur les raisons pour lesquelles toute cette action militante antifasciste depuis 30, 40 ans s'est traduite par un échec total. Vous parliez de leur combat tout à l'heure. Parmi eux, il y a aussi un soutien fort aux Palestiniens qu'on remarque sur des graffitis. Comment vous expliquez? Quel est le rapport avec leur combat? C'est parce qu'en réalité, ce sont des militants d'extrême gauche, des militants libertaires, et qu'en réalité, ils sont sur plusieurs fronts en même temps. Donc ce sont les mêmes qui vont constituer ce qu'on appelle, par exemple, les Black Blocs, les blocs noirs qui vont en queue de manif pour attaquer les banques, par exemple, ou s'en prendre à la police. Ce sont les mêmes qu'on va voir défendre les migrants, mais même parfois par des actions très, très, très courageuses, comme par exemple les nourrir, leur apprendre à lire, ou des choses comme ça, enfin une action sociale, dans certains cas en faveur des migrants. Ce sont les mêmes qu'on va retrouver à Notre-Dame-des-Landes pour empêcher la police d'arriver, les mêmes qu'on va trouver à Sivins. Vous savez, il y a eu la mort d'un jeune militant à Sivins l'hiver dernier, c'était les militants toujours de cette mouvance-là, si vous voulez. Et ce sont les mêmes qu'on va trouver pour défendre les Palestiniens, dans certains cas, pour certains d'entre eux, au nom de l'idée qu'il faut défendre les travailleurs arabes, que les travailleurs arabes incarnent en quelque sorte un sous-prolétariat, et que Israël, c'est des colons, et qu'ils font une sorte ils assimilent, si vous voulez, le combat israélo-palestinien à la guerre d'Algérie. Donc tout est dans cette assimilation, et donc les Palestiniens sont le FLN d'aujourd'hui. Christophe Bourseiller, si je vous demande de terminer cette phrase, le 5 juin 2013, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Je dirais c'est le jour où cet antifascisme radical a rencontré le principe de réalité. Merci beaucoup Christophe Bourseiller d'avoir été mon invité dans le jour où. L'information continue sur LCI.